Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons renouer avec une tradition de l'an passé, de la première saison du kiosque, qui est de vous expliquer, de vous donner des éclairages sur des problèmes économiques. Et singulièrement, on a été contraint de recommencer, parce que j'ai pensé qu'après un cycle d'initiation à l'inflation, la déflation, la bourse, les paradis fiscaux et tout, bon, on ne pourrait plus continuer ainsi parler des mêmes choses. Donc nous avions fait une parenthèse, mais là, pour le pacte de compétitivité, de responsabilité, enfin on va définir tout ça, je pensais qu'il fallait absolument qu'on fasse une petite session un peu spéciale avec mes comparses habituels, Michel Branchy. Bonjour à tous les auditeurs. Justice, 6e Dan. Tout à fait. Et puis, accessoirement, bon, qui s'intéresse à l'économie. Principalement à l'économie. Accessoirement. Daniel Compère, directeur de publication, rédacteur en chef du Progressiste. Qui s'intéresse accessoirement à l'économie. Eddie Majo, directeur de publication Bonsoir. de tout le groupe Open Soft System, qui s'intéresse principalement à l'économie, aux statistiques. Oui, c'est notre cœur de métier. Et votre serviteur qui est une sorte d'initiateur. De go-between. Ouais, voilà, oui, exactement. C'était assesseur. Wow. C'est ça. Ça va quand tu as dit sur go-between était assesseur. Go-between. Michel Branchy, pacte de compétitivité. Explique-nous, c'est quoi ce marché qu'on entend, qui a été lancé entre deux Froden de M. Hollande. Alors, pacte de compétitivité. Alors là, aujourd'hui, on parle de pacte de responsabilité. Mais le pacte de compétitivité et pour l'emploi, c'était en 2012, fin 2012, suite à ce qu'on a appelé le rapport gallois, sur le fait que l'industrie française avait perdu du terrain, que la part de l'industrie dans la richesse nationale avait diminué, que le nombre d'emplois dans l'industrie avait diminué, etc. Et Gallois, qui est un grand commis de l'État et un grand industriel, avait fait un certain nombre de recommandations, notamment sur la question du coût du travail. Hein. Et déjà, à ce moment-là, il y a deux analyses qui s'opposent. Certains disent que la compétitivité, c'est-à-dire la possibilité pour les produits français d'être moins cher, d'être mieux vendus. En fait, c'est ça la compétitivité. C'est ça la compétitivité. Être compétitif, c'est pouvoir affronter les produits concurrents et pouvoir les battre à la fois au niveau des prix. Hein. Donc, le déficit de compétitivité est dû pour certains à un coût du travail trop élevé. Qui fait que le produit est plus cher. Que le produit est plus cher. Et puis d'autres disent que la compétitivité, ce n'est pas seulement la question des prix, c'est la question de la qualité et c'est aussi la gamme. Par exemple, en automobile, si vous faites des voitures haut de gamme alors que le marché est déprimé et que le pouvoir d'achat est faible, c'est des voitures de bas de gamme qu'il faut faire. Et puis, d'autres disent qu'il y a le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que le consommateur va comparer les produits à la fois en intégrant des éléments sur la qualité du produit, c'est-à-dire le caractère innovant, le caractère... Et puis la durabilité. La durabilité. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, en tout cas, ce pacte de compétitivité pour l'emploi, ça a donné lieu à une mesure qui s'appelle le CICE, le crédit impôt CICE, emploi compétitivité. Hein, bon, en gros 20 milliards, qui devait diminuer le coût du travail de 6%. Alors explique ça, brièvement, parce que nous savons, nous disons 20 milliards qui devaient diminuer. Alors ça veut dire concrètement, ça va. C'est 20 milliards que l'État prend, qu'il met dans la caisse L'État donne aux entreprises les sommes qu'elles devraient payer, elle leur fait l'avance, et ces entreprises doivent répercuter ces sommes sur leur prix de revient, etc. Alors déjà, les premières analyses, certaines analyses montrent que les premières analyses montrent que ce n'est pas du tout vrai. D'abord, que le CICE s'applique à beaucoup de secteurs qui ne sont pas en concurrence avec l'extérieur, notamment le commerce, le grande surface. Bon, première critique. Et puis deuxièmement, qu'il n'y a pas de répercussion dans certaines entreprises des sommes qui sont ici avancées par l'État. Et en contrepartie, pour financer cela, il y a différentes modalités, mais entre autres, il y a eu une augmentation de la TVA en France de 7 à 10% et de 19,6 à 20%. Alors, je m'empresse de dire que pour cette fois-là, ça n'a pas été appliqué dans les DOM, mais quand nous allons aborder la question du pacte de responsabilité, on va y revenir là. Les premiers propos
de Victorin Lurel montre laisse à penser que ce coup-là, les DOM n'y échoueront pas. On fait une petite respiration. De façon générale, pourquoi sur le plan économique, Hollande a chopé comme ça Eddy, mais brièvement. Hein, Quand tu dis qu'il a chopé, c'est-à-dire son pacte-là, son pacte sur les 20 milliards, ça n'a pas marché. Il est obligé d'en prendre un autre. L'économie n'a pas été relancée. Enfin... Non, mais c'est pas là. Malheureusement, c'est des décisions politiques. C'est, grosso modo, pour recréer de la confiance. Je lâche quelques milliards, ça va globalement rendre les chefs d'entreprise un peu moins agressifs contre moi. Mais ce n'est pas là que se situe la source la plus importante financière destinée à la relance. La source la plus importante, et tout le monde le sait, c'est dans les dépenses publiques. Okay ? Or, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit, attention, si vous baissez les dépenses... pas de relance, pas de consommation. Voilà. On va y revenir, on va d'accord. Mais et pourquoi... Alors, je réponds quand même à ta question. Oui, pourquoi il échoppe? C'est que lui, c'est un social-démocrate, mais au fond, c'est un socialiste, et il a énormément de mal à envisager d'aller là. Ouais. OK? Ouais. Alors qu'un de ses potes, qui s'appelle Gerhard Schröder, à l'époque, avait dit, bon, moi je suis social-démocrate, monsieur. Quand ça ne va pas, je sabre dans les dépenses publiques, et puis quand ça ira mieux, je vais remettre de la dépense publique, c'est-à-dire des impôts. Le problème, c'est que Gerhard Schröder, il a sabré dans les dépenses publiques et il ne les a jamais remises. Ouais. C'est ça qui a permis à l'Allemagne, en fait, d'exploser et de tenir le choc. Mais il a fait ça très tôt. Attends, toujours dans les généralités. Daniel, qu'est-ce qui empêche une politique de gauche maintenant à la France? Tout simplement, pour monsieur, tout le monde qui nous écoute, on va revenir à des choses spécifiques, à des choses techniques. Ben, ce qui empêche... C'est quoi une politique de gauche? Voilà. Mais oui. Messieurs, ce qui empêche une vraie politique de gauche, comme on dit, d'abord, il y a ce que nous ne cessons de répéter, ce que l'on appelle la crise. Elle est là, elle existe, pas seulement en France, en Europe et même dans le monde, puisque tout le monde continue, même si l'on dit que ce n'est plus la première puissance économique du monde, tout le monde continue à avoir les yeux tournés vers les États-Unis. Et dès qu'il y a un soubresaut aux États-Unis, les places financières, notamment en Europe, se secouent. Frémissent. Frémissent. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le pacte de compétitivité est fait, le premier, là. J'ai presque envie de dire, était fait pour relancer l'activité des entreprises, comme on l'a dit, et pour aider notamment les entreprises françaises à pénétrer les marchés extérieurs aussi. Hein. Il n'y a pas que le marché intérieur. Bien. On lui ajoute ou on lui substitue un pacte de responsabilité. Le mot a son importance. Ça veut dire qu'il s'agit de rendre les entreprises responsables pour ce qui les concerne de retour de la croissance. Responsables comment? En créant des emplois, notamment. On va entrer dans les détails. Alors, je rentre dans les détails. Alors, le pacte de responsabilité, c'est la partie que je m'étais réservée, c'est la fin des cotisations patronales qui finance les allocations familiales à 5,4% du salaire et qui rapporte grosso modo 35 milliards d'euros. Ouais. Autrement dit, l'État se dispense de ces 35 milliards d'impôts, il dispense les entreprises de payer ça en disant ces 35 milliards d'impôts, je vais les récupérer sur les dépenses, et là il y vient. Il y vient sur les dépenses de l'État. Ouais. Bon. Donc c'est ça, grosso modo, faut rappeler les chiffres, le système. Ouais, faut rappeler les chiffres. Il faut rappeler les chiffres, tu es l'homme des chiffres. Le montant total des dépenses publiques, pas seulement de l'État, c'est plus de 1000 milliards d'euros. Oui. Donc, ces 35 milliards, ça représente que dalle. C'est 3,5% du montant total des dépenses publiques. Alors, on va y venir quand on va estimer globalement. Je faire une analogie avec ce qui se passe en Martinique, que Daniel Compère m'excuse. L'analogie, les 70 millions d'investissements de plus de la région, c'est 1,4% du produit intérieur brut de la Martinique. C'est peanuts. Mais c'est ce qu'elle peut. C'est ce qu'elle peut. Mais attends, Michel, c'est ce qu'elle peut. Oui, alors, ça, c'est pour que les entreprises... C'est pas surprenant, le résultat qu'on a. 0% de croissance. Bon, c'est ça. Absolument. Je continue. Alors, ça, c'est pour que les entreprises retrouvent ce qu'on appelle de la marge. Alors, je vous rappelle que M. Gattaz avait toujours dit ça. Mais lui, il voulait que
ce que ça porte au moins sur 100 milliards d'allègements de cotisations. Voilà. Il n'allait pas si loin non Mais plus. il est très content. Il est très content. Parce qu'il a déjà eu beaucoup de cadeaux, M. Gattaz. Et ça devrait se traduire Mais par, théoriquement, mais il ne va pas finir, par une diminution importante du coût du travail. Alors les contreparties, très rapidement, c'est là que je suis un petit peu gêné, elles seront définies au niveau national. Vous allez me dire si c'est jouable, hein, vous les économistes, les politico-économistes. Elles seront définies au niveau national, déclinées par branche. Ce sont des objectifs chiffrés d'embauche. Il faut que les entreprises embauchent un certain nombre de jeunes, de seniors, qu'elles s'appliquent à de la formation, qu'elles augmentent les salaires ou qu'elles les maintiennent et qu'elles modernisent le dialogue social. Et pour ça, on va mettre en place un observatoire. Et puis, mieux encore, on va mettre un conseiller stratégique de la dépense publique qui, lui, va aller analyser si, effectivement, le gouvernement fait des économies dans les dépenses publiques. C'est jouable, ça, Michel. Après, chacun de vous va s'exprimer sur ça. Alors, le chiffre, justement, j'y viens. C'est 50 milliards, donc, de baisse de dépenses publiques jusqu'en 2017, auquel il faut ajouter les 15 milliards de 2014. Ça fait 65 milliards. 65 milliards, malgré tout, même si c'est peanuts, comme dit, c'est quand même le choc le plus important depuis 1946. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, c'est quand même important. Et la question est la suivante, sur ces sommes-là, il n'y a qu'un tiers qui dépend des dépenses de l'État. Le reste, c'est les collectivités locales. Or, les collectivités locales, c'est 73% de l'investissement public. Donc, le risque, c'est que les collectivités locales arrêtent les investissements, ce qui, à l'inverse, va engendrer une baisse de l'activité et une baisse des rentrées fiscales. Et puis une asphyxie du pays. Une asphyxie du pays. Et deuxièmement, ou alors que les collectivités augmentent les impôts, écrasent, ou fassent les deux. Bon. Il y a un autre levier. Ouais. Il y a un autre levier dont personne ne veut parler, c'est que les collectivités locales, comme l'a fait l'État, gèlent les embauches, les salaires. Les fonctionnaires, ça fait un moment qu'ils ne sont pas payés. Les dépenses de fonctionnement, en fait. Au lieu des dépenses d'investissement, qu'elles continuent peut-être leurs dépenses d'investissement, mais qu'elles gèlent, qu'elles s'imposent en termes de fonctionnement, ce qui n'est toujours pas le cas. Qu'elles s'imposent la même frugalité que s'impose l'État. Ce n'est pas descendu au niveau des collectivités locales. Hein. D'ailleurs, le taux d'embauche continue à être en croissance. Et le message que Hollande a envoyé, et puis il va venir avec la décentralisation, qu'il va leur envoyer, c'est messieurs, voilà. Vous aussi. Ouais. Alors, le risque à ce niveau-là, c'est qu'en plus, comme on annonce des transferts de compétences, de connaître ce phénomène qu'on a connu au début de la décentralisation, des transferts de compétences sans les moyens. Et là, je fais tout de suite une incidence ici. Comme nous avons une collectivité unique qui va s'installer en 2015, la question qu'on peut se poser, est-ce que notre collectivité unique dans ce maelstrom aura les moyens de faire les politiques qu'on attend d'elle? Or, la collectivité unique, un des éléments principaux de ceux qui ont défendu l'idée de la collectivité, c'est de rassembler les ressources au point où elles étaient. Mais au moins d'avoir une force de frappe. Pour relancer l'économie. Pour relancer l'économie. C'est ça le but principal. Bon, il y a des problèmes, évidemment, de rationalisation, des circuits, de raccourcissement des prises de décision, etc. C'était pas prévu, mais donnez votre avis sur ce point-là. Comment vous sentez venir les choses, compte tenu de la configuration économique de la France et des choses? Ouais. Moi, je pense que ça va être un peu comme à l'époque de Jospin. Je pense que les signes le montrent. Très clairement, il y a un vrai débat. Essayons de trouver des solutions pour faire en sorte que la principale préoccupation des gens, c'est-à-dire le chômage, puisse être réduit et que ça reparte. Bon. Et puis, vous allez le voir, de manière un peu mécanique, la consommation va repartir. Les résultats des entreprises vont être à nouveau positifs jusqu'au prochain cycle. C'est-à-dire que le temps que, et c'est ça qui est terrible, le temps que les hommes politiques puissent réfléchir à des politiques qui produisent leurs effets, en temps de crise, la croissance repart.
Par quel phénomène? Par un phénomène mécanique qui est simplement celui d'un besoin naturel des hommes qui habitent un pays de vivre à revenu égal de recommencer à vivre. De recommencer à vivre. Le taux d'épargne en France n'a jamais été aussi élevé. Ça. L'argent accumulé dans les banques grâce à la profusion... Il semble qu'en Martinique, il y a une sorte de tassement de l'épargne. Enfin, si tu parles de tassement, quand tu as un pays qui a un taux, un volume d'épargne égal à son PIB, ah ben tu es tranquille. Hein. Oui, d'accord. C'est-à-dire, autant l'utiliser, quoi. Oui, mais on il y a 8 milliards. Oui, mais on n'est pas le Japon, enfin. Oui, d'accord, mais n'oublie pas que un Martiniquais sur 2 salariés gagne moins de 1 200 €. Et malgré tout, on a des niveaux d'épargne qui sont, en termes de volume, pas par tête d'habitant, mais en termes de volume, qui sont considérables. On a une propension à moins consommer qui date de 2008 et qui impacte tout. Vous vous rendez compte qu'un pays comme la Martinique, la consommation d'essence a baissé. Oui. Les importations, en Martinique, les importations n'avaient jamais baissé. Depuis qu'on compte les produits, ça a toujours été. Et puis là, les transitaires, ils ont dû regarder les chiffres à 2 en disant c'est pas possible. Ça. Bon, voilà. Et ça ne peut pas durer. À population constante, à revenu constant, il y a bien un jour, les types vont dire bon chérie, ça fait 10 ans qu'on a la bagnole, ok. Nous allons changer ça parce que on est fatigué. Ok. Et puis ça va repartir. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Alors Daniel, je refais le point. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Oui. Il n'y a pas eu de guerre en Martinique. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Voilà. Daniel, alors je reprends. La configuration. Michel. Moi aussi. Laissez-moi y aller. Oui. Je reprends la configuration pour que les gens nous suivent. Alors, ça danse par la bouche de Hollande une réforme, si vous voulez, des collectivités, qui est rendue nécessaire pour faire des économies, réduire le coût de la gouvernance, le gaspillage de la France. Nous sommes dans ce contexte. Nous avons une assemblée unique qui vient, qui était censée, tu l'as dit toi-même, avoir un impact. Une force de frappe. Une force de frappe. Nous avons, pour des raisons diverses, pris du temps pour la constituer, mais ce n'est pas ça le débat. Nous sommes sur le terrain de l'économique. Attends, Michel, nous sommes sur le terrain de l'économique. Quelles seront, d'après toi, les conséquences de cette tergiversation? Je veux bien aller. Nous sommes dans la crise. Si tu as une assemblée unique, on pourrait réagir. Où nous allons nous retrouver à un moment où le paradigme, en fait, le tropisme, si on appelle ça comme vous voulez, sera de Tchéméba est là, quoi, faisons des économies. Contrairement à ce que pensaient certains, dont mon ami Michel Branchi, si nous avions fait la collectivité unique en 2012, ça aurait été pire que de la faire en 2015. Elle était prévue en 2014, en fait, mais enfin bon, on sait que c'est 2015. Ça aurait été pire, me semble-t-il. Explique. Non, déjà sur le plan, disons, administratif, on n'aurait pas... Non, on parle d'économie. Prêt, voilà. J'évacue rapidement. J'évacue rapidement. Sur le plan économique, la situation n'aurait pas été meilleure en 2012 qu'elle ne l'est en 2014. Quand Eddy parle du niveau d'épargne en Martinique, on a commencé par la France, mais aussi restons en Martinique de temps en temps. Si le niveau d'épargne est aussi haut, c'est parce que les gens n'ont plus confiance dans quoi que ce soit. Et pour revenir au pacte de responsabilité après le pacte de compétitivité, il s'agit de rétablir la confiance des Français dans la marche de leur pays. Pas seulement de l'économie, dans la marche du pays. Donc pour toi, ça n'aurait rien changé. Michel. Bon, moi, je pense qu'il s'agit d'abord de rétablir la confiance de ce qu'on appelle les entreprises, et plus précisément des capitalistes. Je ne confonds pas l'entreprise... Oui. Parce qu'il faut qu'on arrête de nous faire croire que la gauche est contre les entreprises. Je ne confonds pas l'entreprise et l'appropriation privée du profit. Or, ce qui se passe, un des facteurs de la crise aujourd'hui, certes, les taux de marge ont un peu diminué, mais c'est surtout le fait que dans la part des profits, les dividendes distribués aux actionnaires ont été multipliés par 5 en 30 ans. Depuis qu'on a inventé cette économie de l'offre de Reagan, en 1981, suivant le fameux théorème de Schmitt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, les investissements de demain sont les emplois d'après-demain. Ça ne s'est jamais vérifié.
Surtout pour les emplois. Surtout pour les emplois. Donc, le cœur du raisonnement de François Hollande est basé sur ce théorème. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, de manière générale, dans le monde capitaliste? On s'est aperçu que les profits ont augmenté, les inégalités ont augmenté, les salaires réels ont diminué, notamment aux États-Unis. C'est qu'un des facteurs de la crise de 2008. Les Américains se sont super endettés, eux ils n'épargnent pas, ils épargnent. C'est le reste du monde qui épargne pour eux. Et plus la spéculation sur les subprimes, c'est-à-dire des logements à bas prix, qui a provoqué la chute du système bancaire. Et un désordre mondial. Bon, un désordre mondial. Alors, je voudrais revenir même en une phrase ou deux pour expliquer quand même ce que nous vivons aujourd'hui. Les États sont venus au secours des banques, se sont endettés, et cette dette, aujourd'hui, c'est au nom de cette dette que, précisément, on nous applique ces politiques d'austérité. Précisément. Donc, aujourd'hui, la France, le premier acte de Hollande, et c'est pour ça que je dis, il n'a pas changé, le premier acte de Hollande, ça a été de signer le TSCG, le traité européen, qui a... C'est-à-dire, excusez-moi, on ne va pas prendre là, vous allez rentrer clouc à dans ce piège-là. 3% du PIB, et tout le reste en découle, tout ce que nous sommes en train de vivre. On a aménagé ça quand même pour lui. Même si on est plus... On a aménagé, on a donné plus de temps. On n'est pas en 3%. Mais néanmoins, le Fonds monétaire international, l'OCDE, l'Union européenne dit à la France, il faut absolument détruire le système social que vous avez fait depuis 1956. C'est-à-dire que le patronat, ce qui est grave, c'est que ce que le patronat a rêvé de faire, détruire les conquêtes du Conseil national de la résistance, c'est Hollande, un socialiste, qui est en train de le faire. Voilà. C'est intelligent. Qu'est-ce que j'allais dire alors, je voudrais revenir à un petit problème technique, très simple. Parce que les 35 milliards en question seront récupérés en diminuant les dépenses publiques. Mais la diminution des dépenses publiques, c'est la diminution des investissements de l'État. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ben, dans les dépenses publiques. Les dépenses publiques, c'est quoi? C'est la commande publique? Non. C'est le fonctionnement. Dans les dépenses publiques. Le fonctionnement, c'est les salaires. Les salaires, c'est la consommation. Non. La consommation, c'est le marché, le commerce. Non, mais ça va plus vite de toucher. C'est pas ma tasse de thé. Mais ça rapporte beaucoup plus vite en termes d'économie de figer des salaires que de baisser les investissements. Tout simplement parce que les investissements, c'est peanuts par rapport sur le budget global. On sait très bien que les investissements, c'est la peau de chagrin, c'est rien du tout. Donc, on ne va pas aller toucher ça. Ce qu'on va toucher, et ce que l'État français a fait, c'est dire les dépenses de fonctionnement. Mais les dépenses de fonctionnement, il n'y a pas que les salaires. Il n'y a pas que les salaires. Il y a tout ce qu'on dépense pour que la machine fonctionne. C'est-à-dire, les fêtes. On va arrêter de faire des fêtes. On va arrêter de faire des congrès, on va arrêter de faire des manifs. J'ai l'impression que c'est déjà le cas depuis Non, pas dans les collectivités locales. D'accord. En fait, ce que dans dit... les Alors, collectivités locales, on vient de faire un feu d'artifice de 250 000 €. non, mais c'est pas la mairie. Non, mais c'est pas la mairie. C'est pas la ville qui a payé. Oui, C'est pas la ville. Oui, c'est la région. Non, c'est pas la ville ni la région qui ont payé. Ce sont des partenaires privés. Non. Il y a eu une aide de la région. Oui, mais 180 000 €. Oui, mais bon. c'est ce que je veux dire. Oui, mais le profit de l'occasion. Divisé par deux, parce qu'il n'y a pas eu de feu d'artifice l'année dernière. Donc tu divises par deux. Ce que je veux dire, ce que je dis est très important. Ce n'est pas polémique, ce n'est pas politicien. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une période de crise, il appartient à ceux qui veulent diriger le pays, les leaders, de lancer un message. Pour faire comprendre aux Martiniquais qu'on a changé d'époque et qu'il y a un certain nombre de dépenses qui peuvent paraître intéressantes, festives, etc. Mais il faut faire prendre conscience au peuple tu as raison. qu'il y a des choses qu'on ne fait plus. Tu as un langage très moral et très éthique. Très austère. Mais attends, mais Michel. Parce que ce qui nous attend maintenant... Puis-je te répondre? Ce qui nous attend est très Michel, puis-je te répondre? Mais il faut avoir ce langage moral et éthique pour tous les domaines. On se comprend. Je continue. Je reprends. Ce que je dis, c'est que il faut savoir synthétiser les choses. Eddie nous dit que les gens ont compris à la Martinique. On n'a jamais vu une diminution des importations, une diminution de la consommation. Alors, je vous donne le chiffre de 2014. Alors, tu vois, donc je suis, sur le principe, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut l'adapter à la réalité économique. Au 1er janvier 2014, tu as raison, c'est sur les chiffres 2013, les importations ont baissé sur un an en volume.
de 14,3%. C'est énorme. C'est énorme, ça veut dire... Tu parles du mois? Non, glissement annuel. En annuel, en cumulé. Ouais, en cumulé. Sur le mois, c'est déjà en décembre, le mois faste pour les importations, moins 5%. Donc, moins 14%, ça veut dire quoi? On importe à peu près 2 milliards, ça veut dire plus de 200 millions d'euros d'importation en moins. Donc, ça veut dire que quand vous prenez 200 millions et que vous rajoutez toutes les taxes derrière, et l'octroi de mer notamment, et puis qui va aux collectivités, plus la TVA quand ça va être vendu, plus la marge en entreprise, c'est quelque chose qui représente à peu près 500 millions d'euros. Oui. C'est ça l'impact. Oui. Ok, donc oui. en clair, les gens ont parfaitement intégré le fait qu'on était, en clair, on vivait largement trop au-dessus de nos moyens. On est revenu à une époque normale. C'est pour ça que mécaniquement, comme on y arrive, comme tout a baissé, hein, y compris le nombre de trucs qu'on mange, tout a baissé. Le nombre de voitures qu'on achète, etc. Le nombre de ciment, de sacs de ciment, tout a baissé. C'est la raison pour laquelle je vais passer la parole à Michel. Attends, laisse-moi finir ma phrase. On est en bas. Oui. Et ce que je disais tout à l'heure, mécaniquement... Quand on est en bas, on ne peut qu'en remonter. On repart. D'accord. Effet mécanique. Oui. Non, mais j'avais pas fini. Donc, ce que Hollande était en train de faire ne va même pas avoir le temps de se mettre en place parce que la croissance va repartir. Et vous allez voir, il va dire, bon, finalement, les mecs... cette histoire, déjà, c'est moi. Et puis cette histoire de CICE, et puis machin. Bon, comme Valérie Pati, donc à tuer ça. Oui, Michel, attends. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'en matière économique, il n'y a que des choses totalement rationnelles dans la gouvernance d'une communauté, d'une collectivité, d'un pays? Est-ce que, je reviens à cette histoire de feu d'artifice, ça intéresse nos auditeurs, parce qu'on a abordé un sujet et puis on a évacué qu'il y a eu une position radicale. Je pense que Daniel t'a pas répondu correctement, je ne vais pas me substituer. Est-ce que feu d'artifice de fin d'année à une époque festive enlève le côté... Moi, personnellement, je l'aurais supprimé et puis je n'aurais jamais fait ça. Bon, mais, je ne gère pas ce pays-là. Je ne gère pas les états d'esprit. Je ne gère pas la dynamique sociale. Est-ce que la fête, ce n'est pas également un facteur important dans la gouvernance de la fête autrement, à un coût moindre. Et puis tu peux faire choisir quelque chose qui a une retombée. Faire venir un orchestre, faire venir un super orchestre, un super combo. Bon, avec des marchands qui vendent des poulets grillés, etc. Bon, mais tu es d'accord sur le prix. Mais il y en avait là sur la place. Hein, bon, d'accord, on est là. On a évacué cette question. Ça a une retombée sur l'économie. Non, Michel, on a évacué cette question. Voilà. Tu estimes qu'il fallait mieux la fête, oui, mais la fête autrement. Parce que tu m'as fait un petit peu peur, parce que je pense que c'est un voyage que j'ai fait à Berlin. Et il y avait les rues qui avaient été refaites naturellement après la chute du mur. Il y avait les rues qui avaient été refaites et puis il y avait les rues qui n'avaient pas été refaites. Ça se voyait. Oh, je te dis, bon, je peux faire marcher. Je peux faire prendre les rues, je peux faire empoter les rues. Ne laisse pas Gérard te taquiner sur un passé lointain. Et finalement, je te signale que, ça fait 24 que les O6 et les O6, c'est-à-dire les gens de l'Ouest et les O6 de l'Est, continuent à regretter l'ancien État. Ah ben oui, parce que il y avait les vieux, à cause de la protection sociale et de taux de pauvreté record de l'Allemagne qu'on nous cite en exemple. Alors, bon, laisse-moi te dire. Bon. On va revenir sur un point, sur l'analyse d'Eddy concernant le fait que on a diminué la consommation. Mais en plus, il faut tenir compte d'un autre facteur, c'est que l'aggravation du chômage et l'accroissement de la pauvreté fait qu'en plus, ces phénomènes en Martinique s'accompagnent d'un creusement des inégalités sociales. Oui, tout à fait. Et des phénomènes d'exclusion. Le Secours catholique donne... Pas en Martinique seulement. Oui, mais comme disait tout à l'heure mon ami Daniel, on aurait été Martinique Titac quand même. Ce sont des phénomènes qu'on avait connus après-guerre et au début de la départementale. Tout à fait d'accord. Nous sommes en train de retrouver des phénomènes qu'on avait... les années 50. Que la protection sociale, précisément, qu'on veut détruire, avait éliminé. Cette protection sociale donc, que nous avons bénéficié dans les DOM, protection sociale d'un pays, qui est la plus avancée, d'un des pays les plus avancés économiquement, et qui a été étendue à un petit pays sous-développé. Mais elle n'a pas été supprimée. Mais elle est en train progressivement d'être reniée. Le nombre de médicaments remboursables
diminue, le taux que l'on peut payer pour le médecin augmente, etc. L'accès à la santé. Dans un système où quand même la consommation des médicaments et le coefficient de visite médicale est exponentiel et bien exagéré. Alors, oui, mais en même temps, il y a des gens qui ne vont pas voir de médecin parce que tu as beaucoup de gens pas lunettes qui ne vont pas chez le dentiste. Nous sommes d'accord. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des phénomènes d'aggravation des situations de pauvreté, plus les éléments, tu me parlais, des éléments rationnels, mais oui, plus des éléments de délinquance et de dérive sociale. Donc tout cela, nous avons, donc il faut prendre, je ne reste pas seulement dans le domaine de l'économie, je rentre dans le domaine social, nous avons des phénomènes, nous pouvons avoir des phénomènes, un contexte qui peut être un contexte de création de violence dans un pays qui avait été habitué il y a à peine 10 ans à l'abondance. Non, mais nous sommes tout à fait d'accord, parce que le taux de violence est le double ici des actes de violence que le taux hexagonal. Là, il n'y a pas de problème. C'est la conséquence de l'évolution économique. Ouais, nous sommes d'accord. Oui. Laissez-moi vous dire, est-ce que... Pour le monde. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Pas de transfert de charges des entreprises vers les ménages. Les économies doivent être un préalable à toute baisse d'impôts. Est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut croire en un truc comme ça? Oui. Les ménages ne vont pas souffrir, il n'y aura pas de... Oui, parce que aujourd'hui, la problématique des marges de manœuvre, parce qu'il s'agit de ça. Bon, on peut créer une image, il est dans une cabine de pilotage, et puis il a des petits leviers, etc. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui conduit l'avion. C'est ça, en fait. Il est dans une cabine, il y a un pilote automatique qui s'appelle, 1, l'Union européenne, 2, la Banque centrale européenne, 3, les multinationales. Alors, on va peut-être y venir, mais quand on prend l'exemple de Total, il y a un lien, puisque Total, c'est une grande entreprise française. Et on chope les députés de DOM, Christophe de Margerie, le patron de Total, et dit vous allez abandonner la France, et puis d'abord, vous ne payez pas d'impôts en France. Il dit, mais c'est normal. Monsieur, moi je fais 200 milliards de chiffre d'affaires, et je paye 14 milliards d'euros d'impôts. Mais pas en France. Mais pas en France. Je ne produis pas en France. En France, je perds 500 millions. Et évidemment, tu connais ces types-là, l'espèce de faconde et puis de mépris pour les petits députés qui n'y connaissent strictement rien, qui gagnent 9 000 euros par mois. Lui, il gagne plusieurs millions par an. Et il dit, écoutez, vous n'allez quand même pas me faire payer des impôts sur des pertes. Alors que Bouga gagnait 12 milliards d'euros nets après impôts, mais dans le monde. Et il cite un exemple qui est fabuleux. Il dit, et c'est ça le vrai débat, puisque ta question c'est ça. Est-ce que la France, en fait, est encore un pays d'avenir? Le type dit, vous savez, moi, en Angola, je paye 80% d'impôts sur mon résultat net. Ça n'existera jamais en France. les Angolais, les ont fait 100 euros, ou qu'à payer 80 euros impôts. Va faire ça en France. Tu as vu qu'on a attaqué un mec qui s'appelle Hollande parce qu'il fait 75%. En Angola, quand tu fais 100 euros de bénéfices sur le pétrole, tu laisses à l'État angolais 80 euros. Voilà la réalité. Donc, la vraie question, c'est, on fait joujou, 3 milliards, 10 milliards. C'est une vraie plaisanterie, tout ça. Et ça n'a pas d'impact ni positif ni négatif. C'est de la politique. Alors, une question, Michel, parce que tu m'as dit que tu crois en l'entreprise. Pourquoi la France n'a pas de... Où est le problème de compétitivité de la France? Il est situé où? Tu as abordé au début, mais plus précisément. Il y a essentiellement un problème de... Ce n'est pas les salaires, tu as dit. Hein? Donc, c'est pas les salaires, c'est à pas mon le avis, coût c'est un social problème d'innovation, de recherche, notamment dans l'industrie. C'est un problème essentiellement d'innovation. La France a laissé passer toute une série de révolutions industrielles. Est-ce qu'on peut mettre sur la table une bombe atomique? Une vraie? La France n'a pas de problème de compétitivité. Parce que l'essentiel du business de la France, ce sont des services. C'est des services. Et là, la France n'a plus d'industrie. Et d'autre part, le coût du travail, contrairement à ce qu'il dit, le coût du travail en France n'est pas plus bas qu'en Allemagne. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas plus haut. Il n'est pas plus haut. D'autre part, les lois Hans de question, loi Hans 4, etc. Le problème, la différence qu'il y a quand même avec ce qu'a la politique de Schröder, c'est que Schröder a diminué, c'est surtout la flexibilité du travail. C'est le marché du travail qu'il a modifié, alors qu'Hollande n'a pas touché dans son plan, dans son pacte de responsabilité, il avait juste sur les charges patronales.
Bon, charges patronales, baisse de charges patronales, aides, qui sont déjà à un niveau record, 230 milliards. Ouais. Donc le problème, est-ce que... La première question qui devrait se poser, c'est ce que disent les syndicats. J'ai là la déclaration de l'ensemble des syndicats français. Les syndicats français disent, pour la généralisation de la conditionnalité des aides et exonération fiscale aux entreprises. Autrement dit, y compris au niveau européen, le CS, et il y aura d'ailleurs des manifestations au début de l'année, c'est la CGT, la CFDT, UNSA, FSU, etc. Les types disent, bon, ok, accorder des démissions de charges, il faut qu'il y ait une conditionnalité. Voilà. Bon. Et c'est la même chose pour la Martinique. Les fameuses contreparties. Une précision chiffrée. L'impact, l'industrie ne représente que 12% du PIB français. 12% du PIB français. Et qu'en réalité, c'est sur ça qu'il fallait consacrer tout le plan de relance et non pas généraliser sur les services qu'eux ont déjà. Alors très concrètement, et puis si vous voulez, on va passer à autre chose. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que dans un système où il n'y a pas de compétitivité réelle, ce que tu l'as expliqué, où il y a des salaires qui sont pour des raisons ou une autre considérés comme plus bas, vous dites que non, mais en tout cas en Espagne, avec la crise, les salaires ont baissé. Est-ce que vous voyez que ça va marcher? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous ne gagnez... L'économie qui est ainsi proposée, qui est si faite, vous ne la gardez pas sur... La bonne politique, c'est celle que l'on a faite là, qui est une politique temporaire de hausse massive des impôts pour les gens qui ont de l'argent. Parce que c'est essentiellement des ménages classe moyenne et classe aisée qui se sont vus taper sur la tête. Et c'est ceux-là qui réagissent. Ils réagissent, mais c'est logique. C'est logique. Les types, ils ont du fric, ils ne le dépensent pas. Ben, donnez-le à l'État. Parce que on te dit, consomme, tu dis, moi, pas qu'à consommer, monsieur Bagaille. On pas qu'à consommer. C'est comme, c'est comme les logements. Le type, il achète un logement, il le met là. Il a dit, louer. Ah bon, pas qu'à louer. Eh bien, nous, on va mettre en taxe en l'air. Il peut louer. Et vous allez voir. J'ai compris. Là, le coup de massue fiscal, premier coup de massue fiscal, on va l'enlever. Et vous allez voir, ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas aux Pays-Bas, ça a été le cas en Allemagne. Quand il y a un coup de massue fiscal et qu'on l'enlève, on l'enlève rapidement, les types disent, bon, laissez-moi dépenser l'argent avant l'État pour y aller. Et vous allez voir, il va le faire en 2015. En 2015, il va le faire. Et vous allez voir que les gens vont dire, bon, au lieu de donner cet argent à l'État, je vais le dépenser. Daniel. Ce qui veut donc dire que, logiquement, l'épargne devrait baisser elle aussi. Elle a déjà baissé. Oui. Elle a déjà baissé. Donc, relance de la consommation, donc relance de l'économie. En décembre, l'épargne a chuté pour la première fois depuis 5 ans en France. Je voulais revenir une petite seconde sur le mot responsabilité. Ça veut dire quoi? L'un d'entre vous a parlé de contrepartie. Ouais. La différence entre le CIC, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, donc le pacte de compétitivité et le pacte de responsabilité, c'est qu'en théorie, les entreprises, en échange de ce que certains appellent les cadeaux qui leur sont faits, doivent s'engager à embaucher. Dialogue social, maintien des salaires. Dialogue social, maintien des salaires, tout ça. Bref, le volet social, on va dire, pour aller un peu vite. C'est là que M. Pierre Gattaz du MEDEF a dégainé son 1 million d'emplois en 5 ans. On ne sait pas d'où vient ce chiffre, hein, d'après tout ce que j'ai lu. Dans Marianne, Pierre Gattaz et ses emplois mystères. C'est bien dit. Non, c'est de l'effet mécanique. Je te dis, bon, j'enlève 5% sur mes charges sociales. Ça représente tant de salaire. Allez, ça fait mais bon, tout le monde aura oublié. C'est théorique, c'est abstrait. C'est très théorique. 5 ans, tout le monde aura oublié. La deuxième chose que je voulais dire, pour toujours revenir en Martinique, c'est que quand nous disons les entreprises, il faut savoir de quoi nous parlons. Oui. On a parlé de Total, par exemple, ou des automobiles, des grands constructeurs automobiles, PSA, etc. Mais les PME martiniquaises. On ne dit pas les PME, on dit alors, j'allais venir. Les très petites entreprises. Les TTPE. Les TTPE. Très petites entreprises martiniquaises. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner dans cette affaire? Rien, que dalle. C'est ça. Or, le tissu économique de la Martinique, c'est ça, les TPE.
D'accord? Donc, Bon. le gars qui est tout seul avec sa camionnette et puis Voilà. un stagiaire. Voilà. Donc, il n'a rien à gagner. Voilà. Monsieur, une question. La récession en zone euro touche les pays émergents puisque l'Europe représente encore 25% du PIB. Ouais. Vous suivez mon raisonnement? Bon, à l'heure actuelle, les pays émergents dépendent des pays riches, donc les pays riches dépendent des pays émergents puisqu'ils vendent, et les pays émergents sont touchés puisque les pays riches, bon, il y en achète moins, c'est une dialectique. L'Amérique du Nord, dont la croissance est en moyenne de 2% depuis 2009, a sa compétitivité, pour éviter le deux fois titivité, à cause de gaz de schiste, enfin de meilleur marché. $1 qu'elle peut faire jouer, et puis surtout, sa planche à billets, quoi. Une banque centrale qui est monoctrinale. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on devrait, nous, dire, comme l'Angleterre, nous, quand sorti du bail haut, et puis nous, quand jouer aussi. Quand tu dis nous, c'est la France? Oui, nous, la France, la belle France, la grande France. Non, c'est trop tard. On est C'est foutu. trop tard. Je pense que c'est trop tard. Ça a été un choix. La monnaie unique est un choix optimal en période florissante. Florissante, ouais. En période de crise, c'est une contrainte majeure. Parce qu'en période de crise, qu'est-ce qui se passait? On jouait sur l'inflation. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, madame, on va l'imprimer et vous le donner et vous allez le dépenser. Voilà. Tandis que là, On donne du papier. comme tout est regroupé au sein de la Banque Centrale Européenne et que tout le monde se surveille, eh bien, personne n'a pas qu'à imprimer papier. C'est ça. Okay? En tout cas, pas autant qu'on l'aurait voulu. Pas comme les États-Unis. Les États-Unis injectent depuis maintenant 7 ans, 6 ans, injectent des centaines de milliards de dollars pour maintenir le système de la consommation à flot. Qui sont censés être représentés par l'économie, la puissance américaine. Oui, mais en réalité, cet argent alimente les marchés financiers dans les pays émergents. Et vous avez vu, c'est une bombe à c'est retardement. une bombe à retardement. C'est-à-dire que cet argent, en fait, il part dans les pays émergents, sur des marchés financiers essentiellement. Et vous avez vu, le patron de la Fed a dit, enfin l'ex-patron de la Fed avait dit, bon, je vais arrêter ça. Eh ben, il y a eu une crise financière immédiate dans les pays émergents. Ouais. On a dit stop, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'argent qui était là, ne circulait plus. L'argent qui était là, comme il y avait plus d'argent qui allait arriver, eh ben, il est reparti. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un système extrêmement dangereux. Basé sur la monnaie de singe. Dernière question, tu passes à autre chose. En fait, j'appelle ça la fuite en avant. Oui. Ça veut dire que, je reviens à mon analyse de départ, c'est que la sous-consommation et la pression sur les salaires, sur les conditions sociales est la cause fondamentale de cette crise. Ouais. C'est ça. Et pour revenir à la BCE, c'est vrai que c'est trop tard. Non, par contre, l'accumulation des difficultés, peut-être un jour, amènera les Européens à comprendre qu'il faut changer les règles de la BCE. Il faut que la BCE, Banque Centrale Européenne, ait la possibilité d'emprunter aux États, de prêter aux États. Ouais. Et deuxièmement, qu'il faut, c'est ce que demandent d'ailleurs les syndicats européens, il faut faire un plan de relance ils disent de 300 milliards d'euros pour relancer la consommation, pour relancer... Sur les secteurs liés à l'environnement. En gros, hein, alors je me permets de vous lire... Pas longtemps. Je me permets de vous lire un économiste qui n'est pas un marxiste, qui est un néo-keynésien, socialiste, membre du bureau, la Roux-Tourou. Ah oui, la Roux-Tourou, oui. Alors, la Roux-Tourou dit ceci. Jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, en 1981, l'économie américaine a fonctionné sans avoir besoin ni de dette privée, ni de dette publique. Bien. Alors que pendant 30 ans, de règles fordistes, c'est-à-dire l'accroissement de la productivité, de règles fordistes, avaient assuré un partage équilibre de la valeur ajoutée entre les salariés et les actionnaires, les politiques de dérégulation, c'est-à-dire déréglementation, dérégulation, à partir de 1981 avec Reagan aux États-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne. L'économie financière. L'économie financière. ont en 30 ans fait passer la part des salaires de 67% à 57% du PIB des pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. En gros, les pays capitalisés avancés. Arrête la lecture et donne la translation de ce qu'il dit en termes simples. En termes simples, c'est-à-dire que c'est une crise de sous-consommation et non pas une crise de l'État-providence. Voilà. Okay. Il y a un truc qu'il faut te dire, en fait. Voilà comment ça se passe. Quand tu donnes à 2 ou 3% de la population
10, 20, 30 ou 40 milliards d'euros, ils ne peuvent pas dépenser cet argent. Donc, ils l'investissent dans toutes sortes de choses, mais ils ne peuvent pas le dépenser en termes de consommation. Tandis que si tu prends 10, 20, 30, 40 milliards et que tu le répartis en salaire à 3 ou 4 millions, tu as un impact immédiat sur la productivité, sur la consommation, donc sur la productivité. Donc en fait, l'énorme bulle financière créée par l'économie financière a gelé, a bloqué l'argent dans des secteurs qui ne produisent pas. Stérile. Voilà. Je vous pose une conclusion sur ça, et puis on va parler rapidement sur les minutes qui nous restent, quelques petits points. Les cotisations sociales, enfin, c'est mon opinion, vous allez l'amender, seront certainement épargnées par les entrepreneurs qui vont les garder dans leur poche parce qu'ils sont prudents, puisqu'on a vu que la demande, il faut pour qu'une entreprise puisse se développer, il faut qu'il y ait une demande, et il faut qu'elle vende, et puis avec ça, elle engage du monde pour pouvoir produire. En l'état, donc, ça ne marchera pas, et qu'il y aura un effet mécanique, comme tu le dis, à un certain moment de la reprise économique, mais ce ne sera pas ce truc-là qui va fonctionner. Et en conclusion, ce fameux pacte de responsabilité comme de compétitivité va affaiblir la demande en entraînant une stérilisation de l'économie, donc la récession. Il faut expliquer pourquoi c'est... Est-ce que vous êtes d'accord sur cette conclusion? Je pense que c'est ça qui va se passer. Je te dirais que c'est curieux, tu devrais prendre ta carte de la CGT. L'économiste de la CGT, qui est un maghrébin, Mansouri, qui est un type remarquable, il dit que le plan de Hollande fait fausse route. Et il propose autre chose. On peut le dire par nous-mêmes. Alors, en conclusion, le pacte de compétitivité, 20 milliards a échoué, celui-là, 35 milliards va échouer. Non, il ne va pas échouer. Il ne va pas réussir. Non, mais c'est pas lui qui... C'est pas le but. C'est pas le but. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Le but, c'est pas que ça marche. Le but, c'est que personne d'autre ne le fasse avant lui. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, il y a un type qui va venir au moment des élections présidentielles et il va dire, eh ben, je propose un pacte de machin, etc. Et les gens vont dire, eh ben, tu vois, Hollande, au moins ça, tu l'as pas... Tandis que là, il cabaye tout. Ouais. CICE, pacte de responsabilité. Il fait une sorte de... Mais c'était déjà plus ou moins en filigrane dans les propositions de Filon et de Copé. Michel, deux mots sur... Mais il les a brûlés. Deux mots sur la décentralisation, même si on n'est pas directement concerné. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il me semble qu'on est quand même concerné par la décentralisation. Sur les communautés d'agglomération. Qui est le nouveau chantier de Hollande. Alors, rapidement, voilà ce qu'il propose de sa conférence de presse, là, le 14 janvier, 15 janvier. Il propose une nouvelle réforme des collectivités locales. C'est tout, hein. C'est l'ensemble. Hein. Communes, régions, départements, c'est tout. Nous sommes d'accord. Hein. Alors, pour mettre un terme aux enchevêtrements et doublons des communes. Oui. Ça fait partie de ces 60 propositions. Ça. Absolument. Oui. Alors, il touche là les intercommunalités, mais dans les 60 propositions, il avait balisé surtout. Alors, comme ça, les départements et les régions. Et puis, actuellement, il reprend la formule de millefeuille des collectivités territoriales. Ouais. Alors, il dit que dans tout ça, il faut que ça vienne. Principalement, on y vient des collectivités territoriales et donc il vise les régions. Et il propose même le regroupement de certaines régions et puis il attaque tout d'abord le point, le noyau faible qui est la région, qui sont les régions périphériques de Paris. Il propose aussi de donner un pouvoir de réglementaire. Oui. Ce qui provoque l'horreur de nos amis du Parti communiste et du Parti de gauche de Mélenchon. C'est l'occasion de souligner que nous ne sommes pas du tout d'accord avec eux là-dessus. Une question qui permet de voir que nous sommes quelque part en avant. Précurseurs. Une question. Nous n'avons pas tout à fait un pouvoir réglementaire. Non, pas tout à fait. Michel, une question, mais on va y venir. Une question. Est-ce que la notion de métropole, ce n'est pas quand même une nouveauté sur le système institutionnel français? La notion de métropole qui sera une source d'activité, de localisation d'investissement, mais qui aura des prérogatives. Et par là même des prérogatives de gouvernance, des prérogatives politiques, économiques, institutionnelles. Oui, mais ça ne nous concerne pas, malheureusement. Oui, mais est-ce que dans quelques... pas la taille qu'il faut. On peut estimer qu'on a une métropole ça permet locale. Ça permettra si tu fais une métropole ici, tu vires Cassem, Cap-Nord et Espace Sud. Hein. Mais il faut y penser. Ah ouais. Mais il faut sérieusement y penser. Mais c'est là que j'y viens. Même si elle est confiée à M. Letchimy, ça n'a aucun problème. Ça permettra déjà aux Martiniquais, aux Antillais en général, d'éviter d'employer le mot métropole à tort, même pas à raison, à tort. La métropole de Fort-de-France. La métropole, c'est le centre. C'est un centre
qui regroupe on recentrerait des satellites. notre problématique économique, notre politique. Paris est une métropole, Marseille est une métropole, Fort-de-France n'est pas une métropole. Hein? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, dans ce millefeuille administratif, on a mentionné notamment les communautés de communes. Ouais. D'accord? Il sera temps, monsieur l'animateur, le go-between, de faire un jour une émission avant le 23 mars pour expliquer aux électeurs que le 23 mars, ils vont voter aussi pour élire des conseillers communautaires. Oui. Ce qui est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a en fait 2 élections ce jour-là. Le 23 mars. Il y a les municipales, les conseils municipaux et les conseils communautaires. Tout à fait. CACEM, Espace Sud, CCNM, etc. etc. Cap Nord. Cap Nord. Ça a changé. Nous sommes d'accord. Cap Nord. Donc, je pense que ça, sur le plan de l'éducation civique, on va dire, c'est important. Surtout que ça a des répercussions immédiates sur le personnel politique. Parce Absolument. que là, il y a une introduction de la parité. De la parité. La parité déjà. Et c'est énorme. Hein. Je vais vous donner un exemple. Il y a, je ne vais pas citer la communauté. Il y a une communauté où sur une cinquantaine de membres, il y a 4 femmes. 4 femmes, ouais. Mais cite-là. Non. C'est Baptiste. Tu peux la citer. Bon, fait, ça, c'est un débat. C'est à 3 communautés. C'est un débat extrêmement difficile parce que tous les partis politiques ont de grandes difficultés à trouver des femmes pour constituer leur liste. Alors, c'est bien d'avoir mis ça dans la loi. Sauf le problème, la loi ne peut pas précéder la société. Alors, la société française s'est faite en 2000 ans. La Martinique est un petit pays de 400 habitants. Et 400 000 habitants. Et dans les partis populaires, c'est encore plus difficile. On va trouver des bourgeoises qui sont déjà dans les clubs optimistes, etc., qui vont s'investir dans la politique. Mais on va donc difficilement trouver sur des listes populaires des femmes qui s'engagent politiquement. Ça, c'est un vrai problème. Michel, notre émission s'achève. C'est un vrai problème. Michel, notre émission s'achève, parce qu'on est pressé par le temps. Je voulais que nous parlions des annonces de Hollande sur la France-Allemagne. Ça m'a amusé de voir que brusquement, il allait entreprendre de grandes actions avec l'Allemagne, mais je ne sais pas s'il leur en a parlé pour ainsi les annoncer. Il faut croire que peut-être oui. Je voulais que l'on parle de la loi, la réforme agricole là, pour nous. Ah oui. Bon, on va y arriver, on va le faire quand même. Je voulais qu'on parle du contrat urbain de cohésion sociale. On va le faire pour une prochaine fois. Je vais garder ça quand tu seras là. On regarde bien la question. Ouais, tout ça me semble important. Et ça mobilise des sommes importantes de l'État et de la ville. Le contrat urbain de cohésion sociale de Fort-de-France, c'est de celui-là qu'il s'agit. Je crois qu'on n'en a qu'un seul. De quoi je voulais parler encore? Je voulais que vous me disiez un petit peu comment avait été votre semaine sur le plan journalistique. Mais là, c'est foutu. C'est pour ça que je vous dis, qu'on parle de justice, qu'on parle de la presse. Bon, mais là, on est rentré bien en tête dans le pacte de responsabilité. Donc, on ne peut plus maintenant que se saluer. À la semaine prochaine pour certains d'entre vous qui seront avec moi, ou à très bientôt. Je dis ça à Michel, puisqu'il est très pris et qu'on ne peut pas l'avoir aussi souvent qu'on le voudrait. Reproche très ouvert et public. Hein. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Merci.